Il est 18h37, soyez les bienvenus dans Punchline, dernière partie. Vous êtes sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Louis de Ragnel, François Pipponi, Sabrina Medjeber et nous a rejoint sur le plateau Grégory Joron. Bonsoir, soyez les bienvenus. Vous êtes secrétaire général du syndicat de police Unité. On a frôlé le drame hier à la gare de l'Est. Un homme a été attaqué au couteau. Il a attaqué au couteau un militaire de l'opération Sentinelle. L'individu est bien connu de la justice pour sa dangerosité psychiatrique. Quel est précisément son profil? On voit tout cela avec Maxime Lavandier. Le profil de l'homme suspecté d'avoir attaqué au couteau un militaire de l'opération Sentinelle gare de l'Est se précise peu à peu. Interpellé rapidement après son agression, le suspect âgé de 40 ans est né en République démocratique du Congo et naturalisé français en 2006. Il se dit chrétien et aurait crié « Dieu est grand » en français au moment de l'attaque sur le militaire. Selon les premiers éléments, il dit avoir agi parce que les militaires tuent des gens dans son pays, mais les circonstances et motivations de l'individu font toujours l'objet d'investigations. Un homme au profil inquiétant et qui n'est pas à son coup d'essai. Il était déjà connu de la justice pour différents faits. À son casier judiciaire, 2 condamnations pour violence sur conjoint. En 2018, il avait mortellement poignardé un jeune homme de 22 ans à la station RER Châtelet-Léal, en plein cœur de Paris. Déclaré pénalement irresponsable du fait de ses troubles psychiatriques, il avait alors été interné dans un hôpital. Selon une expertise médicale, l'homme serait atteint d'une probable maladie schizophrénique évolutive et non traitée depuis plusieurs années, ce qui pose la question de sa liberté hier soir dans les rues de la capitale. Grégory Joron, on a donc appris que l'assaillant avait déjà tué un homme en 2018, il y a donc seulement 6 ans. Quelle est votre première réaction? On se pose forcément la question de la faille, de la gestion justement de ces personnes extrêmement dangereuses qui sont atteintes de troubles psychiatriques, ça vient d'être dit, et ça démontre encore une nouvelle fois malheureusement aussi la carence de notre système. On gère aujourd'hui de manière carencée à peu près tous les pans qu'on a et qu'on compte dans notre justice. La psychiatrie dans les prisons, on en parle très peu, c'est un vrai sujet. La psychiatrie tout court par rapport à ce genre de profil, c'est aussi un vrai sujet. Et là aujourd'hui, on a malheureusement en pleine face cette carence-là. Et ça coûte il y a la question des vies. de la psychiatrie et on sait effectivement que l'État n'a pas suffisamment investi dans le suivi psychiatrique, psychologique des délinquants, des criminels, mais il y a aussi le fait qu'ils soient dehors. Enfin, au-delà du fait de ne pas être suivi et de ne pas avoir de suivi psychiatrique et psychologique, il était dehors. Juridiquement, il n'y a pas de faille. Il est déclaré irresponsable. Pardon, non mais il a tué quelqu'un il y a 6 ans et vous dites qu'il n'y a pas de faille. La justice dit, quand il a tué, il n'était pas responsable, donc on ne peut pas le condamner. On ne peut pas le juger, pas le condamner. On le remet aux établissements psychiatriques. Et là, les établissements psychiatriques, si à un moment ils constatent que globalement, il est peut-être schizophrène, mais que globalement tous les jours, on ne peut rien faire pour lui si c'est lui donner ses cachets, il n'est pas en prison, il n'est pas incarcéré, il sort. Mais alors c'est le système qu'il faut changer. Oui, mais celui qui a tué Mme Halimi, il est en liberté. Il va de temps en temps au hôpital psychiatrique, mais il sort, voilà. Parce qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Oui, mais il a été déclaré irresponsable, il n'a pas été jugé, il a été suivi psychiatriquement et il sort dans la rue. Bon. Donc la vraie question, c'est que fait-on des gens qui sont déclarés pénalement irresponsables, qui ne sont pas condamnés et qu'on ne peut pas garder à vie dans le En tout cas, on ne les relâche pas comme ça sans surveillance. A priori, ça paraît du bon sens. Ils n'ont pas été jugés, donc ils sont dans la rue. Alors moi, je comprends très bien votre bon sens, mais François Pipponi a raison sur le suivi juridique. Et alors ça peut paraître surréaliste pour les victimes, pour les familles, et puis même pour les Français qui découvrent ça et qui se disent mais on marche totalement sur la tête. Et moi, je pense que dans la mesure où la psychiatrie en France c'est pas un sujet qui va être réglé après-demain, le principe de précaution devrait consister à se dire que si on n'a pas les moyens de suivre quelqu'un, de l'accompagner psychiatriquement, dans des hôpitaux avec des moyens avec des médicaments, des moyens de coercition, à ce moment-là, eh bien, je pense qu'il faut sortir du débat sur la responsabilité ou l'irresponsabilité. Il faut que ces personnes-là soient mises hors d'état de nuire et donc doivent être incarcérées. C'est-à-dire qu'on peut pas. Je trouve que enfermer l'hôpital psychiatrique à vie. Non, mais moralement, c'est lamentable de se dire que comme en fait cette personne est déclarée irresponsable pénalement et comme on a une psychiatrie en France qui est à bout de souffle, eh bien on peut rien faire. Donc tout le monde se lave les mains
c'est comme ça, et peut-être qu'on y arrivera dans 15 ou 20 ans parce qu'on mettra des moyens. Je trouve que c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on se permet, on s'autorise à laisser en liberté des gens parce qu'on considère qu'ils n'ont pas toutes leurs responsabilités. Et en plus de ça, là je parle sous le contrôle de Grégory Joron, qui a dû suivre bien plus d'affaires que moi devant des affaires judiciaires avec des personnes comme ça qui étaient mises en cause, où en fait souvent vous avez même des débats d'experts, certains disent qu'il est irresponsable, d'autres disent qu'il est responsable. Tout ça est souvent lié aussi à une politisation de la décision qui est rendue. Il y a plein de gens qui considèrent que quelqu'un qui est un petit peu malade, qui se dit irresponsable, eh bien il vaut mieux qu'il soit en liberté, même s'il a tué quelqu'un. Et voilà, mais je pense que maintenant il faut apporter une réponse claire dans la mesure où la psychiatrie ne va pas être, le sujet de la psychiatrie en France ne va pas être réglé demain ou après-demain. Vous répondre. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin justement le témoignage de la maman de la première victime en 2018, qui était quand même juste effrayant parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que cet individu-là soit dehors. Elle croyait d'ailleurs qu'il était toujours incarcéré, très logiquement, puisque il avait assassiné... Il n'a jamais été incarcéré en fait. Mais il l'a jamais été, non, mais enfin, en tout cas retenu, pardon, ou enfermé. Et elle était extrêmement choquée. Et ça d'ailleurs, j'imagine, lui fait remonter pas mal d'émotions, forcément. Mais c'est vrai qu'en plus, ce qui est très étonnant, c'est que c'est quand même le temps court. Je crois que la décision d'irresponsabilité, c'était 2020. Et on s'aperçoit qu'en 4 ans, finalement, il a déjà été laissé libre. Je ne sais pas combien de temps il a été hospitalisé d'office suite à son jugement et aux faits. Mais en effet, ça pose une vraie question sur ces profils-là et sur leur suivi très resserré, parce que je pense que c'est le minimum qu'on puisse attendre de notre société. Sabrina Medjeber, je vous entendais dire non quand Louis Dragnel disait il faudrait incarcérer à vie maintenant les personnes... Pas à vie. Mais non, mais le temps. Oui, alors c'est vous qui l'avez dit. Moi, je dis simplement. Lui parlait des hôpitaux. Si ça concernait quelqu'un de ma famille, je me dirais mais c'est irresponsable. Mais là, de fait, c'est pas le cas. Mais je trouve ça tout autant irresponsable. Et vous vous dites, en fait, la médecine ne peut pas, on ne peut pas. Donc, la personne est en liberté. C'est comme ça. Sabrina Medjeber, vous disiez non, ça n'est pas possible, on ne peut pas les enfermer indéfiniment. Oui, parce que ça fait déjà des années qu'on est sorti d'une approche hospitalo-centrée, c'est-à-dire que les hospitalisations de 2 jours aujourd'hui, elles ont remplacé les ambulatoires. Donc déjà dans l'hospitalisation conventionnelle, c'est très compliqué, et dans l'hospitalisation psychiatrique, il y a quelques centres qui enferment des personnalités extrêmement dangereuses, mais au vu malheureusement de l'exponentialité du nombre de personnes qui présentent des troubles schizoïdes et qui circulent dans la société, on ne peut malheureusement pas déjà les interpeller parce qu'on ne sait pas, c'est pas marqué sur le front. Et en plus, malheureusement, il n'y a pas en réalité de solution hormis celle de consulter le centre médico-psychologique de la municipalité dans laquelle on réside pour pouvoir obtenir un traitement. Et la question qui se pose, en réalité, c'est ça, parce que si on ne peut pas être hospitalisé, on est obligé par le médecin qui vous soigne, le psychiatre qui vous soigne, de vous renvoyer à un centre médico-psychologique, et à ce moment-là, ou un psychiatre si vous en avez les moyens, et à ce moment-là, on vous délivre une ordonnance. Après, il en relève de la responsabilité individuelle de suivre son traitement ou pas. Ouais. Et dans le cas des traitements psychotiques, évidemment, si on ne prend pas son cachet, évidemment, c'est très compliqué à surveiller, et donc c'est très compliqué à endiguer par la suite. Et alors, sur le plan pénal, ça se traduit par une irresponsabilité qui, évidemment, a toutes les raisons du monde de justifier la colère des victimes, mais c'est malheureusement le cas de figure qui est présent, que ce soit dans le pan de l'hospitalisation, comme c'est dans le cas de l'applicabilité de la peine. C'est le vrai problème. Allez, on va évoquer à présent le risque terroriste qui plane sur notre pays. Sa parole est rare et il s'est exprimé ce matin pour dire son inquiétude. Cette parole, c'est celle du procureur national antiterroriste. Olivier Christen a donné des chiffres particulièrement alarmants sur la menace islamiste dans notre pays. On l'écoute. Je crois qu'il faut se replacer un peu dans le contexte général dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans un climat de tension qui n'est pas nouveau, que l'on a senti monter depuis la fin de l'année 2023 et qui conduit aujourd'hui à avoir un contexte général de menaces terroristes qui est important et que nous ressentons au sein du parquet antiterroriste, puisque pour vous donner un élément un peu chiffré, nous avons ouvert 3 fois plus de procédures en lien avec le contentieux djihadiste sur le premier semestre 2024 que ce n'était le cas sur le même premier semestre 2023. François Pipponi, comment est-ce qu'on explique, est-ce que vous avez une explication au fait que le nombre de contentieux djihadistes ait été multiplié par 3 en un an? C'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de dossiers ouverts aujourd'hui à ce titre-là qu'il y a un an. Oui, parce que
on a toujours dit que Daesh, l'islamisme radical, c'était une bombe à fragmentation. Il y a eu ce qu'ils ont fait en Irak et en Syrie, et puis ils ont contaminé des esprits qu'ils ont lâchés dans la nature. Et des esprits qui continuent à se contaminer avec les réseaux sociaux, etc. Et donc, c'est une bombe à fragmentation qui peut péter n'importe où. Et les jeunes sont les moins hermétiques et les plus attirés par cela. Donc ils vont sur les réseaux. Regardez tous ceux qui ont été arrêtés récemment dans les attentats, c'était la quasi-totalité tous des mineurs. Alors c'est précisément ce que dit le procureur. Voilà. Il dit il y a de plus en plus de mineurs dans les dossiers que nous avons à traiter. Voilà, parce que eux, ils vont sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, les réseaux proches de l'islam radical ont infiltré un certain nombre de nos mosquées, font des cours de soutien et puis petit à petit manipulent les gens. Mais ça, on le sait, tous les spécialistes l'ont écrit, tous les spécialistes l'ont décrit, et on ne réagit pas. Alors on réagit en interpellant d'une manière préventive, mais qu'est-ce qu'on met en place de contre-discours pour aller contre ce discours islamiste? Ça, malheureusement, nous sommes là-dessus, nous sommes absents complètement. Oui, parce que Louis Dragnel, s'il y a 3 fois plus de cas aujourd'hui qu'il y a un an, ça veut dire que notre politique de lutte contre l'islamisme n'est manifestement pas efficace. Alors, la lutte opérationnelle à l'extérieur pour le suivi des Français, par exemple, qui ont combattu dans les rangs de Daesh ou alors sont dans des camps de prisonniers dans le Kurdistan irakien, par exemple, là, pour le coup, il y a un suivi qui est très bien fait. En revanche, tout ce dont parle François Pipponi à l'instant, c'est-à-dire le contre-discours, tout ça, c'est la bulle. Enfin, il n'y a rien. Enfin, en France, moi, j'ai jamais vu. Ce qu'on appelle la menace endogène, la menace qui est sur notre sol. Alors, Manuel Valls avait tenté quelque chose. Il y avait des petits clips qui avaient, c'était maintenant, c'était il y a quasiment 10 ans, pour essayer de dissuader les jeunes. Mais en fait, enfin, tout ça. Il y avait des associations qui avaient été financées pour des associations pour déradicaliser. Il avait surtout utilisé beaucoup d'argent pour s'enrichir eux-mêmes. Vous savez, il y a toujours des gens qui essayent d'utiliser la détresse des autres pour s'enrichir. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une nouvelle génération de ceux qui, donc très jeunes, qui n'étaient pas assez grands pour pouvoir partir en zone irako-syrienne et qui ont une espèce d'immense frustration à ne pas avoir pu connaître ce qu'ont connu leurs anciens, c'est-à-dire la tentation du départ, la tentation de rejoindre le califat, la tentation de participer à quelque chose qui transcende leur vie. Je n'ai aucune sympathie pour eux, mais globalement, c'est ce qui ressort dans ces jeunes, dans le discours de ces jeunes qui sont interpellés, souvent grâce à l'aide de la DGSI. C'est cette immense frustration. Et de l'autre côté, vous avez effectivement tous ceux qui sont très sensibles au discours qu'ils voient sur Internet et cette volonté aussi de faire partie d'une contre-société. D'incarner un contre-modèle au discours français où, vous savez, tout ça se retrouve aussi dans ce qui s'est passé à Gaza, ceux qui soutiennent Gaza, qui considèrent que les Juifs sont responsables de la maltraitance de tous les musulmans dans le monde, et c'est comme ça qu'ils justifient aussi la légitimité du califat d'exister, d'attirer des profils. Et puis, donc ça, c'est vraiment sur le territoire français, et à l'extérieur aussi, on voit qu'il y a une tentative de recréation de petites poches un peu autonomes de l'État islamique, notamment en Syrie, en Avec Irak. un risque d'attentat projeté depuis l'extérieur. Exactement, et ça c'est quelque chose dont parle la DGSI maintenant depuis 18 mois, et c'était quelque chose qui avait disparu, le risque de la menace projetée, et ça apparaît à nouveau dans... La menace projetée, c'est le Bataclan, par exemple. Exactement. Voilà. Exactement. Et simplement pour terminer, si aussi il y a plus de cas judiciarisés, c'est parce qu'à l'approche des Jeux Olympiques, il y a une vigilance aussi très forte qui a été mise en place à la fois par le parquet antiterroriste et par le renseignement intérieur pour essayer d'entraver le plus possible tous ceux qui seraient tentés par un discours radical et éventuellement un passage à l'acte pendant ces Jeux Olympiques. Sabrina Medjeber, néanmoins, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à endiguer la montée de l'islamisme dans notre pays? Parce que quand même, quand c'est multiplié par 3, le nombre de dossiers multiplié par 3 en un an, même si les services font plus attention en région des Jeux Olympiques, etc., ce chiffre, il veut quand même dire quelque chose, me semble-t-il. Bien sûr. Alors, la première des choses, c'est qu'effectivement, l'État islamique n'a plus d'organe central. Donc là, on vit sur des débris de l'État islamique un peu partout. Ils ont de l'argent, ça c'est sûr, mais ils n'ont plus d'organes, il n'y a plus de verticalité dans l'ordonnancement des actes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le terrorisme islamiste, lorsqu'il est coordonné, il est plus facile à appréhender parce qu'on arrive à intercepter des messages, on arrive à, comme disait Louis, c'est-à-dire que l'opérationnalité du renseignement, elle se fait de façon beaucoup plus aisée parce qu'il y a des signaux alarmants qui présentent un risque de passage à l'acte. Lorsque, comme Céline Berthon le disait, la directrice de la DGSI,
que l'islamisme se radicalise énormément chez les mineurs qui sont isolés face à un écran, là c'est beaucoup plus difficile. Alors on peut parler certainement de l'allégeance, parce qu'on ne devient pas islamiste comme ça, hein. On fait allégeance à des chefs islamistes. Et là, je sais par exemple que la couteauisation du terrorisme islamiste, elle est issue dans un livre qui s'appelle Le management du pauvre, le management islamique du pauvre, écrit par un auteur qui explique très bien que aujourd'hui on peut être un terroriste low cost, on n'a pas besoin de recevoir des ordres de la part d'une hiérarchie qui nous les impose. Donc ça c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, pourquoi est-ce qu'elle est jugée très inquiétante? Parce qu'il y a aussi, Johan, comme vous le disiez à très juste titre, le facteur endogène qui est présent sur le territoire, mais il y a également un facteur exogène qui a débridé toutes les pulsionalités liées à l'antisémitisme. Par exemple, le conflit israélo-palestinien, je suis désolée, il a permis, encore une fois, cette débridation de la volonté de passer à l'acte criminel envers les Français de confession juive. Ça fait partie, malheureusement, du panel qui compose les inquiétudes de nos services de renseignement intérieur. Ça fait partie, malheureusement, de la montée de la radicalisation islamiste chez les plus jeunes comme chez les plus grands en termes d'âge adulte. Grégory Joron. Je crois l'idéologie. C'est la clé, en fait. M. Pupponi l'a dit. Malheureusement, même si on a des services de renseignement plutôt heureusement aguerris, avec un gros boulot, qu'on ne lutte pas, c'est quand même une guerre asymétrique. Hein. On a en face de nous des gens qui, forcément, se moquent un peu de l'état de droit, très clairement. Nous, on a des lois qui régissent les surveillances. On a des MICAS qui sont quand même limités dans le temps. C'est des outils qui pourraient être développés. Mais on a toujours cette recherche aussi d'équilibre avec les libertés individuelles, qu'elles soient de culte, d'aller et venir, etc. Donc on est quand même dans un équilibre extrêmement difficile pour un État comme le nôtre, alors qu'on est testé en permanence justement de l'extérieur par les organisations terroristes, même si elles n'existent plus de manière centralisée, elles se reconstruisent quand même. Elles sont quand même très actives sur les réseaux sociaux, et ce qui fait justement qu'on a cet effet-là sur les jeunes cerveaux encore malléables et plutôt qui ne sont pas étanches justement à ce genre d'idéologie. Et en fait, il y a quelque chose qu'on n'a vraiment jamais fait, c'est le contre-discours. Ça a été dit, c'est aller à la source vraiment absolue sur cet aspect-là, et l'opérationnalité de nos services ne suffira pas. Merci à tous les quatre d'être venus ce soir dans Punchline. Merci infiniment. Il est 18h55. Dans un instant sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve dans Europe 1 Soir.